Alors aujourd'hui, on s'intéresse de près à Madagascar. Parce que ce qui s'y passe en 2026, c'est bien plus qu'une simple crise politique. On va décrypter ensemble comment la Grande Île est devenue un véritable point de bascule, avec des enjeux nationaux, mais aussi internationaux absolument énormes. Pour bien comprendre, cette citation de Madagascar Tribune met le doigt sur quelque chose d'essentiel. En gros, toutes les turbulences à l'intérieur du pays ont créé une sorte de brèche, un appel d'air. Et les grandes puissances mondiales, elles, voient là une occasion en or d'avancer leur pion dans l'océan Indien. Pour y voir clair, on va suivre un plan tout simple en 5 temps. D'abord, les origines du soulèvement, ensuite les défis de la transition, on verra le jeu des puissances étrangères, puis les menaces de l'intérieur, et enfin la grande question, celle de la souveraineté. Allez, on commence par le début. Comment tout a basculé fin 2025 ? Et attention, on ne parle pas d'un coup d'État classique, Non, c'est une révolte qui est vraiment partie de la base, de la population, à cause de problèmes très concrets du quotidien. Et le truc, c'est que tout ça s'est joué en quelques jours à peine. C'est fou. Un mouvement de jeunes, qu'on a appelé Gen Z, a réussi à canaliser toute la colère populaire. Et le vrai point de bascule, c'est ce fameux 12 octobre, le jour où l'armée a dit « non, on ne tirera pas sur la foule ». À partir de là, sans l'armée, le pouvoir s'est tout simplement effondré. Le président n'a eu d'autre choix que de fuir. Mais alors, d'où est-ce qu'elle venait, toute cette colère ? Regardez ce chiffre. Il vient d'un rapport très officiel de la Cour des comptes. 3 800 milliards. C'est une somme colossale. C'est une véritable hémorragie financière qui a évidemment nourri un immense ressentiment, surtout quand les services de base ne suivaient plus. Et attention, ce gaspillage, c'est pas juste un mot en l'air, c'est du très concret. On parle de projets pharaoniques complètement inutiles. Imaginez, un téléphérique qui ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas assez de courant pour l'alimenter. Des trains qui ne roulent pas. En fait, le rapport de la Cour des comptes, il dresse le portrait d'un système où la gabegie était devenue la norme. Ok, donc le régime est tombé. Et maintenant ? On passe à la suite ? Un nouveau gouvernement est là, mais il hérite d'une situation pour le moins explosive. Et il doit faire ses preuves, et vite, très vite. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème pour ce régime de transition. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, sur le plan juridique, il est légal. Il a été validé par la plus haute autorité judiciaire du pays. Mais de l'autre, politiquement, il est super fragile. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas cette légitimité qui vient des urnes. Et ça limite énormément sa capacité à lancer des réformes de fond. Du coup, face à ce manque de légitimité, le nouveau pouvoir a une stratégie très claire, qui est directement liée à ce qui a provoqué le soulèvement. Le message est simple, on va restaurer les services de base. C'est une manière de dire, d'accord, on n'a pas été élu, mais on va construire notre légitimité sur des résultats concrets. Sauf que la réalité du terrain, elle, est brutale. Pendant que le gouvernement essaye de réparer les pannes d'électricité, il y a une autre crise, silencieuse, qui monte. Les projections, notamment celles du cadre d'analyse de la sécurité alimentaire, l'IPC, sont, disons, alarmantes. Plus d'1,5 million de personnes pourraient faire face à la faim. C'est une course contre la montre sur tous les fronts. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'économie. La pression sur le coût de la vie est énorme. L'inflation, même si elle devrait baisser un tout petit peu, reste très au-dessus de l'objectif. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pouvoir d'achat continue de baisser et ça complique encore plus la tâche du gouvernement. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant. Parce que cette crise malgache, ce n'est pas juste une affaire intérieure. Loin de là, c'est devenu un véritable terrain de jeu, un échiquier pour les grandes puissances. Et là, on observe un schéma devenu assez classique en Afrique. Un vrai duel d'influence. D'un côté, on a la France, l'ancienne puissance coloniale, qui pousse pour un retour rapide à l'ordre démocratique. Et de l'autre, la Russie qui arrive avec une approche très différente, plus souverainiste, en disant en gros, c'est votre affaire intérieure et on vous propose un partenariat sans conditions politiques, centré sur la sécurité et les ressources. Et là, pour vraiment comprendre la position de la France, il y a un dossier absolument incontournable, celui des îles Éparses. C'est un vieux contentieux, un caillot dans la chaussure qui empoisonne les relations depuis des décennies. Pour Madagascar, c'est une question de principe, de souveraineté. Pour la France, c'est un enjeu stratégique et économique. Et évidemment, ce dossier pèse très lourd dans toutes les discussions actuelles. Bon, les puissances étrangères, c'est une chose. Mais revenons à l'intérieur du pays. Parce que le plus grand danger, il n'est peut-être pas à l'extérieur. Il est peut-être à l'intérieur. C'est le risque que cette révolution populaire soit, en quelque sorte, volée. Alors, il y a une expression qui revient tout le temps chez les analystes, c'est la transition captée. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? C'est le risque que tout cet élan populaire soit récupéré, soit par les mêmes personnes qu'avant, soit par les mêmes systèmes. En clair, c'est le risque que tout change pour que finalement rien ne change.
Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre bien qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le visible, la scène officielle, on parle des élections, des médiations africaines, etc. Et puis il y a l'invisible, les coulisses, là où la vraie partie se joue. Le rôle de la Cour constitutionnelle, les deals sur l'énergie, les alliances discrètes. Et c'est précisément dans cet espace invisible que la transition risque d'être capturée. Alors comment on fait pour éviter ce piège ? Les analystes ont identifié des leviers très précis qui pourraient permettre de détourner le processus, comme par exemple organiser une élection à la va-vite. Mais pour chaque levier, il existe un garde-fou. Par exemple, un calendrier transparent et budgétisé, ou encore une clause qui empêcherait les dirigeants de la transition de se présenter aux élections. L'idée, c'est de transformer la colère de la rue en règle du jeu solide et fiable. On arrive au dernier point, et c'est celui qui rassemble un peu tout ça. Au final, tous ces enjeux, internes et externes, tournent autour d'une seule et même question fondamentale, celle de la souveraineté réelle de Madagascar. Alors concrètement, comment on fait ? Les experts parlent de 3 verrous essentiels pour blinder la transition. D'abord, un calendrier qui ne soit pas juste une promesse en l'air. Ensuite, un processus électoral avec des règles claires et qui ont des dents. Et enfin, un truc tout bête mais crucial, un tableau de bord public pour que chaque citoyen puisse voir, semaine après semaine, si les choses s'améliorent ou pas. Ce sont des outils de confiance. Et tout ça nous amène à cette phrase qui résume absolument tout. La vraie souveraineté, la vraie indépendance, ça ne se décrète pas dans des grands discours. Ça se construit jour après jour par des actions transparentes, des institutions qui fonctionnent et des résultats concrets pour les gens. C'est donc ça la question qui reste en suspens. Pour Madagascar, en 2026, l'enjeu ce n'est pas juste d'organiser des élections. C'est de prouver à son propre peuple d'abord et puis au reste du monde que le pays est capable de prendre son destin en main. Une question qui finalement résonne bien au-delà de la grande île.